Nous sommes ici à l'école primaire La Farandole à Etterbeek, dans ce local de garderie totalement rénové, ou plus exactement désamianté, cet été même. On le sait depuis environ 20 ans, l'amiante est un produit cancérigène. Or, il en existe encore dans de nombreuses écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si ici, on a pris le problème à bras-le-corps, en toute transparence, vous allez le voir dans notre enquête, dans d'autres écoles, le sujet est encore totalement tabou. Difficile donc pour les parents de savoir si l'amiante représente un danger potentiel pour les enfants. Une chose est sûre, certains enseignants souffrent déjà de cancer liés à l'amiante. Alors, amiante à l'école, la loi du silence. Voici tout de suite l'enquête de Pascal Bollekens et Stéphanie De Smet. L'école pour lui, c'était toute sa vie. Pendant près de 30 ans, il a donné cours à des ados. Ça, ce sont les élèves de 3e avec Guy. Jusqu'au jour où sa carrière s'est brusquement interrompue. Christian Massard a été professeur de dessin, de technologie et de menuiserie dans une école technique. J'ai travaillé jusqu'à l'année 2008. Année 2008, où là, j'ai dû arrêter parce que on avait découvert que je faisais une asbestose. C'est-à-dire une maladie C'était une maladie due à l'amiante. Une nuit, il se réveille à cause d'une douleur insupportable dans la poitrine. Le médecin pense d'abord à une infection pulmonaire et le soigne avec des antibiotiques. Mais le mal persiste. C'est le pneumologue lui-même qui m'a dit « Maintenant, monsieur, vous allez essayer de rechercher dans votre activité professionnelle où vous auriez pu être en contact avec de l'amiante. » Je me suis rendu compte après à l'école qu'il y avait effectivement de l'amiante dans un bâtiment en bois qui était adossé à l'atelier de soudure. Il n'a fallu qu'une journée par an au contact de l'amiante dans ce local pour qu'il ait dans ses poumons de quoi développer un mésothéliome, le cancer de l'amiante, une maladie dont on ne guérit toujours pas. Le professeur de menuiserie qui était mon aîné est décédé aussi d'un cancer de poumon. Et alors j'ai appris qu'un collègue qui avait été lui rendre visite m'a expliqué que, tu sais, René, il se demande aussi s'il n'a pas contracté aussi à cause de l'amiante qu'il a eu son cancer du poumon. Donc, mais je ne sais pas. Alors aujourd'hui, vous préférez qu'on ne donne pas le nom de l'école? Oui. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait toujours une connotation négative auprès des gens. Évidemment, parce que ça va de la maternelle au cycle supérieur. Ça devrait être banni, quoi. Le cas de ce professeur est alarmant, mais comment peut-on attraper une maladie pareille juste en donnant cours? Que se passe-t-il en Belgique avec cette amiante qui a l'air de créer tant de malaise? Le débat sur l'amiante est-il tout simplement possible dans le milieu scolaire? On fait passer le message comme de quoi il vaut mieux pas trop en parler. Et nos enfants sont-ils en danger quand ils sont en classe? Les parents ont-ils un rôle à jouer? Est-ce que si on n'avait pas fait toutes ces démarches, est-ce que quelque chose aurait été fait aujourd'hui? Nos responsables politiques ont-ils pris conscience de l'ampleur du problème? On est en train vraiment de vouloir noyer en disant, bon, on n'a peut-être pas les fonds à mettre aujourd'hui, mais on va endormir la population. Pourquoi autant de non-dits autour de cette fibre mortelle dans nos écoles? C'est la question que nous posons. Amiante dans nos écoles, la loi du silence? Nous commençons notre enquête ici à Ixelles. Nous avons eu vent de problèmes d'amiante dans cette petite école communale. Oui, c'est les bâtiments du fond qui vont être refaits en fait. Ce soir de décembre, il y a une réunion entre parents et direction. Nous décidons de nous y inviter. Vous êtes Nous sommes interpellés avant même d'arriver à la salle de réunion. Il y avait un conseil de participation, voilà, et on aurait voulu éventuellement pouvoir y participer. Vous voulez rentrer avec moi, madame? Oui. Elle nous emmène à l'intérieur et nous permet, ce qui sera assez rare dans notre enquête, de faire quelques images du début de la réunion. La commune veut faire des travaux pour rénover un bâtiment. Elle a dû admettre qu'il y avait de l'amiante et qu'il faudrait donc désamianter. Alors qu'en 2010, le bourgmestre avait dit aux parents qu'il n'y en avait pas. Marinette de Clout est échevine de l'instruction publique à la commune d'Ixelles.
il y a deux sortes d'amiante. Il y a de l'amiante qui était dans tout ce qu'on a construit dans les années 63, c'est-à-dire les pavillons de la plaine qui étaient provisoires en 63, qui sont encore là. Et il y a de l'amiante qu'on ne peut voir qu'au moment où on casse, où on fait un inventaire destructif, ça s'appelle, c'est bizarre mais c'est comme ça, et où on le verra, mais il risque dans des zones où on a construit une chaudière par après et tout ça, d'y avoir de l'amiante. Il est encapsulé, il n'est pas nocif tant qu'on n'y touche pas, mais qu'évidemment que toutes les sécurités, tous les plans d'action, tous les carottages, comme on dit, seront faits juste avant qu'on casse, parce que les enfants doivent être évacués. C'est-à-dire, on va faire ça quand alors? C'est-à-dire qu'on va faire ça pendant les vacances de Pâques, au moment où on va casser le grand préau qui est là-bas, à cet étage-ci, qui est le vieux bâtiment. Il y a toujours des élèves dedans? Oui, et il n'y a pas de danger. Non. L'amiante, il est après 80 cm, hein, il n'est pas en surface. Hein. Oui, donc il est derrière un autre matériau. Hein. Il faut beaucoup de coups comme ça. Là, on n'est pas à l'amiante, même si on en avait. La commune se veut rassurante. Depuis, un rapport de l'IBGE irait dans le même sens, mais les parents, eux, restent inquiets. Presque par hasard, on a eu une réunion d'information sur les travaux en tant que tels. Et en marge de la réunion, on a interrogé le bourgmestre pour savoir, tiens, vu l'âge du bâtiment à vue de nez, est-ce qu'il y a de l'amiante, oui ou non? Et là, on a été informé que oui, il y en avait sur une zone très limitée au niveau de la chaudière. Et donc, c'est ça qui vous inquiète aussi, c'est que les enfants soient en contact éventuel avec des fibres d'amiante ou de l'amiante qui se dégrade, c'est ça? Évidemment, c'est le point par rapport à l'amiante, c'est pas le seul. Pour cette question de ces 3 classes qui resteraient à proximité des travaux, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient en sécurité. On sait bien que si, malheureusement, il y avait un problème, et même si, a priori, on peut s'attendre quand même à ce que la commune ait tout sous contrôle, les dégâts seront visibles dans 30 ans. Donc ça ne vous rassure pas ce qu'elle dit? Pour qualifier le sentiment au sortir d'une réunion comme celle-là, pour le moment, c'est plutôt l'attente, sans qualification. Mais à partir de quand l'amiante est-elle dangereuse? En fait, on peut en trouver dans plein d'endroits, dans des faux plafonds sous forme de plaques de pigalle, dans des joints de fenêtres, dans des murs, dans des tableaux et même dans des dalles de sol. Tant qu'il n'est pas dégradé, il ne pose pas vraiment problème. Mais dans une école, les enfants jouent, lancent leurs cartables contre les murs ou font des graffitis. En classe, on peut aussi punaiser ou clouer. Et là, s'il y a de l'amiante dans les parois, des fibres peuvent se libérer dans l'air et devenir dangereuses. Justement, la BEVA, l'association belge des victimes de l'amiante, a décidé d'alerter les parents. Ici, on met la dernière main à une lettre destinée aux directions d'école, aux associations de parents et aux syndicats de professeurs. Ici, Il faut encore contacter des écoles, tu vois. Tu sais, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est contacter un maximum d'associations de parents. Oui. Éric Jonker est le président de l'association des victimes de l'amiante. Mais pourquoi un courrier envoyé aux 4 coins du pays ? On voudrait bien qu'il y ait une prise de conscience qui naisse au niveau justement des personnels et des parents pour qu'ils sachent que l'inventaire amiante, qui est une obligation, puisse être consulté pour qu'on puisse rassurer les parents qu'ils n'envoient pas les élèves dans des conditions qui pourraient mettre leur santé à mal. Je ne vous cache pas qu'il y a certains directeurs d'école qui ne souhaitent pas nous rencontrer, alors que d'autres nous ont ouvert leurs portes. Alors pourquoi, dans certaines écoles, la signalétique est présente, alors que dans d'autres, manifestement, cette signalétique n'y est pas? Nous sommes à l'hôpital Erasme. Monsieur de Jonker. Éric Jonker est le porte-drapeau de la lutte contre l'amiante en Belgique. Sa famille, toujours en procès contre Eternit, est aujourd'hui décimée. Elle habitait dans le Brabant flamand, juste à côté de l'usine belge d'amiante-ciment. Il a été exposé à l'amiante enfant. La tête dans la têtière. Il a aujourd'hui assez d'amiante dans ses poumons pour développer un cancer. Tous les 2 ans, il vient ici à Erasme vérifier que rien de grave ne s'est encore déclaré. Car malheureusement, comme on le sait, la maladie peut apparaître entre 20 et 40 ans après avoir été exposé. Bien, donc les nouvelles sont bonnes. Je ne vous cache pas que c'est toujours un moment un peu pénible parce que je vis avec une épée Damoclès au-dessus de la tête. Donc je ne sais pas dans quelle mesure la pieuvre pouvait revenir et se réveiller. Ça pourrait signifier pour moi un arrêt de mort.
Mais quels sont les risques d'une contamination? L'amiante est constituée de minuscules fibres qui vont se loger jusqu'au fin fond des poumons, jusque dans les alvéoles, et finissent par former des calcifications qu'on appelle des plaques pleurales. Respirer de l'amiante, même si l'exposition a été faible, multiplie les risques d'avoir un cancer du poumon. Mais les calcifications peuvent aussi irriter la plèvre, l'enveloppe du poumon. Elles peuvent se transformer en une tumeur très agressive qu'on appelle le mésothéliome. Le professeur De Vuist est un des grands spécialistes belges des maladies de l'amiante. On a tous, à un moment donné dans notre vie, été en contact avec l'amiante, et une fibre ne donne pas un mésothéliome. Il faut quand même une exposition considérée comme significative, mais à nouveau, 1, 2, 3 fibres, non. Mais si on est exposé même à un faible nombre de fibres pendant de longues années, on augmente bien sûr les risques de développer un cancer de l'amiante, ce qui pourrait être le cas d'un professeur. On l'a compris, l'amiante est dangereuse pour la santé de tous, mais dans notre enquête, une question nous paraît essentielle. Les enfants sont-ils plus vulnérables que les adultes? Il est quand même plausible qu'un jeune enfant n'ait pas des mécanismes de défense ou des mécanismes d'épuration de défense pulmonaire aussi développés qu'à l'âge adulte. Un enfant qui aurait été exposé dans les premières années de sa vie a malheureusement le risque à long terme de développer la maladie. L'amiante, c'est un produit anti-feu performant qui existe depuis longtemps. Après le dramatique incendie de l'Innovation en 1967, il sera utilisé partout pour lutter contre le feu dans les bâtiments. En Belgique, où on produit de l'amiante-ciment, on sera les champions de l'amiantage. La projection à base d'amiante, ce qu'on appelle le flocage, se répand partout. Mais dans les années 80, on découvre que la fibre magique peut être dangereuse pour la santé, voire mortelle. Toute la presse en parle. Elle sera interdite en Belgique en 1998. Le Berlaymont, le plus grand bâtiment européen de Bruxelles, est vidé de ses 3000 fonctionnaires. Ce sera le plus grand scandale belge de l'amiante. Le chantier va durer plus de 10 ans et coûter 90 millions d'euros aux contribuables belges. Mais il n'y a pas que le Berlaymont ou des bureaux qui sont truffés d'amiante. Les écoles en contiennent aussi. Des écoles à problème, il y en a donc probablement beaucoup, mais comment savoir si celle de nos enfants est sûre? Existe-t-il quelque part une liste de ces écoles qui doivent encore être désamiantées? Nous appelons 2 hauts représentants de l'enseignement, un premier du réseau libre. Allô? Bonjour, Pascal Bolekens de la RTBF. Moi, j'aurais voulu juste vous poser une petite question. Est-ce que, par exemple, dans tout ce qui est chantier amiante, est-ce que vous avez une liste ou un listing, ou un inventaire? Non. On n'a pas de listing ou de mise à jour de chaque école. Chacun a sa responsabilité de le faire. Donc il n'y a pas de contrôle non plus? Il n'y a pas de contrôle de notre part, non. Nous, on n'a pas le droit de contrôler nos PO là-dessus. Est-ce que vous seriez d'accord de nous donner une interview à ce sujet? Oui, au niveau interview, non. Nous appelons ensuite un haut représentant du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Beaucoup d'écoles sont concernées. Nous n'avons pas un listing centralisé parce que chaque province gère ses inventaires amiante et ses travaux de décontamination séparément. Ben, il y en a énormément. On vit avec, en surveillant. Est-ce que vous seriez d'accord de nous donner une interview? Non, pas volontiers, non. Non. Au revoir. Aujourd'hui, il se taise dans toutes les langues. Mais dans nos archives, nous retrouvons cette interview avec des propos assez surprenants sur ces bâtiments en préfabriqué bien reconnaissables. Ils sont en fait bourrés d'amiante. À l'origine, ils étaient construits pour être provisoires. Mais voilà, 50 ans plus tard, ils sont toujours là et les démolir coûtera un pont. C'est 1 500 € du mètre carré, TVA comprise. Fois 300 000, ça fait des montants énormes, quoi. Impayable pour vous? Comment? Impayable pour le moment. Ah, tout à fait impayable. Personne ne pourra payer ça, c'est sûr. Alors que nous tournons un peu partout des images de ces préfabriqués souvent en piteux état, un préfet sort de son école, nous l'interpellons. On essaie de se renseigner pour le moment. On est en train de voir s'il existe un inventaire amiante, par exemple, dans votre école. Est-ce que vous avez ça? Moi, je n'ai pas entendu, je suis ici. Oui. Je ne suis pas encore au courant de tout ce qui se passe.
Et je ne saurais pas vous dire... Mais vous imaginez qu'il doit y en avoir. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on revienne, parce qu'ici on vous prend un peu à froid, mais qu'on fasse... Faut qu'on demande d'abord l'autorisation à... Pas pour me répondre, si, pour me répondre aussi. On ne peut plus répondre comme ça. Pas évident que l'amiante soit vraiment une priorité à l'heure où les écoles sont plutôt à l'austérité. La seule information officielle finalement sur le nombre d'écoles touchées date du 31 mars dernier. C'est une réponse de l'ancien ministre écolo en charge de ce dossier à un parlementaire. Depuis 2008, 116 écoles ont demandé des subsides pour des travaux de désamiantage. 36 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, 48 pour le libre et 32 pour l'officiel. Mais nous n'avons toujours pas de réponse à notre première question. Le matériau maudit pose-t-il encore danger dans des écoles et où? Notre enquête tient du parcours du combattant. Première certitude, le sujet dérange. Ici à Mons, 2 retraités des anciens de Coverit-Armigny, une usine d'amiante où ce fut l'hécatombe, ont créé la seule cellule spéciale amiante du pays, à la CSC. Willy Ray et Vivian Lescaut font partie de cette cellule amiante. Nous nous battons à l'intérieur des structures syndicales pour faire reconnaître la problématique de l'amiante, parce qu'on se bat souvent, syndicalement parlant, sur le plan économique. Et la santé, même si elle est prise en considération, ça reste encore quelque part, ça ne fait pas partie de nos us et coutumes pour le moment. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'attaquer à l'amiante dans les bâtiments scolaires. L'enseignement, un milieu un peu particulier. Il y a souvent des enseignants au niveau psychologique. Ils ont fait les études dans l'école où ils enseignent. Puis ils se retrouvent comme enseignants. Donc il y a un peu cet esprit familial au niveau psychologique qui fait qu'il y a l'émotionnel qui prend le dessus sur la raison. Ici, ils dénoncent des problèmes d'amiante dans une école secondaire provinciale. Allez, à plus. Mais écoutez, nous avons été donc dans une première réunion où on ne peut pas dire qu'on a été accueillis. On avait évidemment mis les médias au courant de la démarche qu'on allait faire. Dans cette école secondaire, un professeur a tiré la sonnette d'alarme en septembre 2014. Il y aurait de l'amiante dégradée dans des couloirs de l'école. Une seule télé a pu filmer à l'intérieur, accompagnée par la députée provinciale. À aucun moment dans le sujet, on ne s'arrête sur ces endroits sensibles. On a tout juste droit à des images prétextes. Quant à la cellule amiante, elle a demandé à plusieurs reprises de pouvoir visiter les lieux, mais en vain. De guerre lasse, les 2 syndicalistes décident donc d'y retourner. Nous les suivons jusqu'à l'école en laissant tourner la caméra, espérant secrètement pouvoir filmer nous aussi à l'intérieur. La secrétaire embarrassée appelle directement la préfète à la rescousse. Je peux savoir de quoi il s'agit? Voilà, nous sommes la cellule amiante de la CSC Mons-la-Louvière. Oui. Nous sommes principalement le grand ennemi de l'amiante. Bon, vous savez... Moi aussi, monsieur, parce que je ne voudrais pas que personne ne soit en insécurité dans l'établissement scolaire, ne vous inquiétez pas. Elle refuse que l'on filme et appelle le porte-parole des autorités provinciales qu'elle nous passe. Vous avez des inventaires amiantes et tout ça ici? Allô, bonjour. Très vite, la discussion s'envenime. Nous sommes là pour l'amiante. Nous sommes là pour rencontrer les gens, pour travailler, pour construire. À partir du moment où on nous met des bâtons... non, on est peut-être des sauvages, mais je crois que ceux qui laissent de l'amiante dans les murs sont peut-être encore plus iconoclastes que nous, quoi. Parce que moi, ça fait partie de la criminologie. Contactée, la députée permanente en charge du dossier nous confirme qu'il y a de l'amiante et que des travaux seront faits. Elle ne voit d'ailleurs rien à ajouter par rapport à ce qu'elle a dit à nos confrères de Télé-MB. Cet asbeste, tant qu'il n'est pas détruit, pas dégradé, il se trouve dans des plaques, n'est pas nocif. Donc il n'y a aucun danger. De plus, la loi ne nous oblige pas à l'enlever. Donc je vois vraiment pas où se situe le problème. Bref, de l'amiante, il y en a dans cet établissement, mais est-il dégradé ou dangereux, comme le dénonçaient certains professeurs? La question restera sans réponse. Peu d'écoles nous ouvriront leurs portes. L'amiante leur fait peur, en fait elles craignent surtout pour leur image de marque. L'enquête nous aura pris plusieurs mois. En avril dernier, une école technique d'Arlon accepte finalement la caméra. Elle sera la seule école à problème à le faire. C'était une belle femme que j'avais.
Là-bas, une dame d'entretien est décédée d'un cancer de l'amiante. Son mari a vécu un calvaire pour faire reconnaître à un tribunal que c'était l'amiante respirée à l'école qui l'avait tué. Il n'avait pas d'aspirateur dans cette école-là pour aspirer les poussières. C'était à la brosse. Les ouvriers travaillaient là-dedans, ils découpaient les panneaux parce que tout était à base d'amiante. Tableaux, portes et tout. Alors quand elle arrivait le matin, il y avait une sorte de fine poussière blanche. Un professeur de menuiserie a lui aussi été mis à la retraite pour cause d'asbestose. Dans ces constructions des années 70-80, c'est clair, il y a de l'amiante. Plusieurs chantiers ont déjà eu lieu, comme par exemple dans la salle de sport. Mais dans les faux plafonds de certains ateliers, des plaques de pigalle qui contiennent beaucoup d'amiante semblent se dégrader. Pire, à un endroit, le travail n'est pas fini, on n'a pas encore mis la fameuse couche de peinture protectrice. Donc il y a juste cette zone-là qui n'est pas faite. On va cloisonner pour la rendre étanche par rapport aux ateliers ici. Oui, mais en attendant, non, ça ne... Non. On a, les analyses d'air ont été faites ici dans ces ateliers ici, il n'y a pas eu de problème. Le reportage au JT va faire l'effet d'une bombe. Des parents vont accepter de témoigner, mais de manière anonyme. Nous retournons donc à Arlon. La seule information que nous avons reçue après le reportage, c'était une feuille qui était glissée dans les bulletins et qui se voulait rassurante, qui disait que tout allait bien, que les normes d'amiante étaient vraiment normales et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mon père est décédé d'un cancer dû à l'amiante et ça m'a effrayé, parce qu'il a quand même souffert pendant 13 ans et je ne pouvais pas infliger ça à un de mes enfants. Donc on a décidé de retirer la plus petite de l'école les jours suivants, directement. J'avais inscrit mon fils en septembre de cette année et je me suis dit je vais faire un courrier pour savoir si c'est vrai ou pas qu'il y a de l'amiante et si c'est dangereux pour mon enfant. Ils disent qu'il n'y a pas de souci, que tout est en règle et qu'il n'y a pas de danger pour mon enfant. Est-ce que ça vous a rassuré? Oui et non, je suis pas sûr à 100%. Par contre, mon fils a demandé à un professeur et le professeur lui aurait dit qu'il y aurait juste de l'amiante dans le local électricité, mais pas dans le local où lui il est. Alors, danger pour la santé des enfants? En tout cas, pendant la visite, à chaque fois qu'on a posé cette question, la réponse était toujours la même. Les analyses d'air ont été faites dans cet atelier ici, voilà. On se fie sur les analyses d'air. Les analyses d'air ont été faites ici dans ces ateliers ici, il n'y a pas eu de problème. Donc vous êtes rassuré par les analyses de l'air? Oui, c'est ça. Les analyses d'air en question, nous nous les sommes procurées. Effectivement, tout semble normal, sauf peut-être une petite phrase en haut de la page, analyse non obtenue par un laboratoire agréé suivant la norme NBN suivie de chiffres. Alors peut-on se fier aux résultats? Nous nous rendons chez des experts. Ici, on peut détecter la présence d'amiante dans des échantillons de matériaux suspects. On a aussi tout l'équipement pour effectuer des mesures d'air très précises. J'ai ici une mesure d'air qui a été faite dans une école et qui dit au-dessus, vous allez le lire, nous ne sommes pas agréés pour cette norme. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Est-ce qu'on peut se fier à cette mesure d'air? Alain Jéguer dirige une société spécialisée dans le diagnostic de l'amiante, par exemple dans les bâtiments. Norm 96102, kende die? De NBN, wat zegt die norm? Il appelle un de ses experts techniques pour vérifier l'analyse faite dans cette école à Arlon. Donc en fait, la personne a placé des pompes mais n'est pas restée sur place. La norme dit clairement qu'on doit rester sur place. Parce que lui, il met dans les remarques « milieu poussiéreux fréquenté par les élèves ». Oui. Placement des pompes au milieu de chaque local. D'accord. Locaux vides pour prélèvement, il n'y en a que 3 des 4. Ok. Mais il ne met nulle part qu'il a créé un milieu comme si c'était un milieu quotidien où les gens bougent. Autrement dit, ça ou rien. Mais moi, personnellement, cette mesure d'air, si je la reçois, elle est dans l'école de mon enfant, je dirais au directeur, c'est très bien, mais elle n'est pas agréée, donc est-ce qu'elle est valable. Cette société estime que 70% de nos écoles contiennent encore de l'amiante. Elle propose donc son expertise à moindre frais. Elle a envoyé à toutes les écoles de la province d'Anvers des bons pour faire une analyse d'échantillons gratuite. Et elle fera la même chose en Wallonie. Pourquoi une telle campagne ? L'objectif premier, c'est quoi? C'est nos enfants. Moi, j'ai des enfants à l'école. Mais est-ce que c'est un problème? Parce qu'on n'en parle pas. C'est un énorme problème. Aujourd'hui, à défaut de moyens, les écoles ne font pas le nécessaire pour gérer la problématique d'amiante.
Et comme le désamiantage coûte très cher, les écoles ont parfois tendance à reporter des travaux. Et pour éviter la panique, les écoles préfèrent se taire. Pire, si un professeur commence à lancer l'alerte, on lui mène la vie dure, à tel point que si certains ont bien voulu nous rencontrer, c'est à condition de préserver leur anonymat. J'en ai parlé, et puis on m'a fait de plus en plus, on m'a fait comprendre très clairement que des répercussions pourraient arriver si je continue à parler. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que de nombreux collègues se sont tus aussi, et qu'à un moment donné, on est face quand même à un mur, et que faire? D'autres nous exposent les problèmes au téléphone, puis refusent ensuite l'interview devant la caméra. Vous feriez même un témoignage, vous ne risquez pas votre place pour ça. Vous comprenez que si je me mets à mal avec mes collègues, avec le chef d'établissement, parce que la conséquence de mon témoignage, c'est qu'on perd 20 ou 30 élèves, ça c'est l'horreur, vous voyez. Oui, d'accord, j'entends. Il s'agit quand même de la santé des enfants, hein. Vous êtes quand même d'accord aussi, et que c'est quelque chose d'important. Mais ce qui serait paradoxal, c'est que ça n'ait d'impact négatif que sur mon école. Non, mais justement, oui. Allez, admettons, on met tellement de pression que, c'est effectivement, on va accélérer le bazar, sauf que maintenant, étant donné qu'on perd 50 élèves, l'année prochaine, à la rentrée, on ferme l'école. Pourtant, depuis 1995, la loi oblige toutes les écoles à faire un inventaire amiante, sorte d'état des lieux. Mais les autorités n'ont jamais contrôlé, alors toutes les écoles ne l'ont pas fait. AIB Vinsotte est justement une des entreprises agréées pour établir ce genre de diagnostic. Danny Versikele est le directeur du département amiante chez AIB Vinsotte. C'est vrai que nous aurions voulu vous suivre pour faire un diagnostic. Oui, malheureusement, mais comme vous savez, tout ce qui est amiante, c'est un mot qui donne toujours une effrayeur, c'est assez psychologique, donc la plupart des directeurs n'aiment pas qu'on circule, qu'on voit que dans cette école, il y a des applications d'amiante. Donc très clairement, vous avez posé la question si une équipe pouvait les suivre. J'ai posé la question suite à votre demande, mais dans la plupart des cas, on a eu un refus. Question, une fois les endroits dangereux et urgents à traiter répertoriés dans le fameux inventaire, faites-vous un suivi? Non. Malheureusement, c'est l'école qui doit nous redemander, et nous, on n'a fait pas d'action de police, donc on ne peut pas voir si l'école a pris les actions nécessaires, ce qu'on a préconisé. Donc, ça reste des conseils, hein, c'est au donneur d'ordre d'interpréter s'il agit ou s'il n'agit pas. Donc à la direction de l'école? Tout à fait. Ou des autorités publiques. Des autorités publiques. Et les écoles sont-elles encore nombreuses aujourd'hui à demander des diagnostics? Oui, cette année, environ 300 écoles, tout à fait. Sur les 300, est-ce qu'il y avait vraiment des... Moi, je dirais vraiment des écoles avec des problèmes où il y a des actions urgentes à prendre. Ça tourne aux alentours de 10%. Une trentaine d'écoles. Une trentaine d'écoles, oui. Voici donc enfin quelqu'un qui nous dit que pour sa seule société, et elle n'est vraiment pas la seule à faire des inventaires en Belgique, sur 300 états des lieux faits dans les écoles, 30 demandent des actions urgentes. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui au moins 30 écoles chez nous où des enfants sont exposés à ces dangereuses fibres, plutôt interpellants. Enlever l'amiante coûte cher. Nous aurions bien voulu filmer un des chantiers dans une école, mais aucune d'entre elles n'a voulu nous voir. Notre équipe est autorisée à entrer dans cet énorme bâtiment, un ancien hôpital. Ici, le désamiantage se fait sur plusieurs étages et toutes les précautions sont prises pour éviter que des fibres dangereuses ne se retrouvent à l'extérieur. François Goudaillet dirige une des 60 entreprises belges de désamiantage. Ces techniques de désamiantage viennent du nucléaire et lorsque vous rentrez en zone, vous devez passer par des sas, ce qu'on appelle des sas de décontamination. Et surtout, lorsque vous revenez de la zone, vous devez absolument passer par des douches de décontamination pour toujours avec un masque qui vous protège les voies respiratoires et puis vous sortez de la zone. Tant de précautions alors que dans les écoles, les directions minimisent plutôt les dangers de l'amiante. Des directions qui ont justement tendance à reporter le désamiantage parce que les mesures d'air sont normales. Lorsqu'ils tiennent ce discours, je pense qu'ils se retranchent derrière la réglementation actuelle pour l'enlèvement d'amiante et qui, pour moi, n'est pas des plus strictes et qu'on pourrait et on devrait même améliorer. En particulier dans les écoles, de nouveau? En particulier dans les écoles, tout à fait.
Selon lui, les directions ne prendraient pas leurs responsabilités, mais en plus, la Belgique serait trop laxiste. On y tolère par exemple dans un chantier un nombre de fibres 5 fois plus élevé que ce que l'Europe recommande. Direction Londres. La Grande-Bretagne est pour nous un cas intéressant. Là-bas, ils ont aussi mis de l'amiante un peu partout, y compris dans les écoles. Et là-bas, c'était souvent de l'amiante bleue, plus toxique encore que les autres types d'amiante. Mais au contraire de la Belgique, les consciences se sont réveillées. Et c'est un sujet dont on commence à parler jusque dans les travées du Parlement. James Sheridan est un travailliste avec 10 autres parlementaires. Il veut une loi sur le désamiantage des écoles. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Michael Lees, l'homme qui a mis ce débat sur la table. Il a perdu sa femme d'un cancer de l'amiante. Professeur, elle avait été contaminée dans son école. Depuis, Michael Lees se bat sans relâche pour que les élèves ne subissent pas le même sort. Michael, yes. Asbestos in schools, getting rid of asbestos in schools, where are we? I know you're very much involved in the campaign. Yes, very much so. Well, at the moment, the government's carrying out a review of its asbestos policy because 291 school teachers have died of mesothelioma, the asbestos-related cancer, since 1980. But 177 of those have died since 2001. The big concern is for every single teacher, there are 20 to 30 children. Yeah. And so, the teachers' deaths are the tip of the iceberg. And at the Education Select Committee hearing, Professor Pito, he gave an estimate that he considered that between 200 and 300 people would die each year because of the asbestos exposure at school when there are children. And so that is an incredibly high number of people who are dying. Mesothelioma were always regarded as an industrial disease. Yes. For people working in shipyards and engineering, etc. We never anticipated that this horrible disease would touch on teachers and support staff and children at school. We never anticipated. Pour ce parlementaire, c'est clairement un scandale. Il se bat aujourd'hui pour que le désamiantage des écoles soit une priorité nationale. There is a programme, I believe, has been set up to remove the asbestos from the House of Commons, which is fine. You know, that's exactly what we want to have. But we want the same priority given to the children as we're given to the members of Parliament to make sure if we can remove asbestos from a building this size and not worry about the cost, then we can do it in schools as well. En Grande-Bretagne, les dernières statistiques datent de 2012. Elles ont de quoi inquiéter. En tout, il y a eu 291 morts parmi les professeurs. Quand nous posons la même question en Belgique, le Fonds des maladies professionnelles nous répond que seul un mort et 6 cas de maladies liées à l'amiante seraient répertoriés dans le domaine de l'enseignement. Un seul décès parmi les profs, le chiffre belge nous paraît bizarrement bas. Direction Paris. En France, un rapport officiel de 2005 estimait que l'amiante pourrait causer de 65 000 à 100 000 décès d'ici 2030. Ici comme en Belgique, tout a commencé par un scandale. Ce ne sont pas des fonctionnaires européens qui ont été évacués, mais des étudiants. Jussieu, tout un symbole. Cet immense campus universitaire se trouve au centre de Paris. Il comptait 40 000 étudiants et 10 000 professeurs. Nous rencontrons Michel Parigot. Il est le chef de file du comité anti-amiante. En 1994, on s'est aperçu du fait qu'il y avait des maladies professionnelles liées à l'amiante sur Jussieu, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là. Ici, au jour d'aujourd'hui, on est à 140 cas de maladies professionnelles liées à l'amiante parmi les personnels. Et il y a dedans environ 30 décès. Ce sont des centaines de professeurs qui se sont mobilisés pour faire bouger les choses. Au départ, on s'est lancé uniquement pour essayer de faire les travaux de désamiantage de ce campus. Truffé d'amiante, le campus est entièrement évacué. Le chantier de désamiantage sera pharaonique. Il aura duré près de 20 ans et coûté la bagatelle d'1,5 milliard d'euros. En alertant sur Jussieu, ça a alerté sur l'amiante en France en général. Donc les pouvoirs publics n'auraient pas pris les décisions s'il n'y avait pas eu cette mobilisation.
Retour en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. D'une université à l'autre, l'ULB aussi doit faire face à des problèmes d'amiante. En septembre dernier, une inspectrice du travail était descendue sur le campus du Solbosch à l'appel des syndicats. Chose incroyable, après quelques palabres avec le service presse, notre équipe avait été autorisée à suivre la visite. Nous nous rendons compte immédiatement de l'ampleur de la tâche avec une des petites phrases lâchées par un des responsables des bâtiments. En amiante, on doit avoir 7000, on a à peu près 7000 endroits où il y en a. Joints de fenêtres en piteux état, tuyauteries percées avec de l'amiante mis à nu, qui plus est au milieu de couloirs très fréquentés par les étudiants. Dans son rapport, l'inspectrice va relever une série d'infractions avec quelques points à traiter dans les 6 mois, sinon elle se verra dans l'obligation d'en interdire l'accès. Nous avons recontacté l'ULB pour pouvoir faire une nouvelle visite, mais cette fois, nous ne sommes plus les bienvenus. Alors, nous décidons de la faire quand même en caméra cachée. Olivier Cornelis est délégué syndical, il va nous servir de guide. Premier arrêt devant un des plus grands auditoires de l'université. Ici, selon l'inventaire, le bâtiment serait cerclé d'amiante sous le revêtement extérieur, sous la toiture et dans les greniers, sous forme de flocage déjà bien dégradé. Alors, où elle est et comment elle est constituée, je n'en sais rien, mais il y a de la mousse, il y a la vétusté normale d'un bâtiment. Petit détour par l'auditoire, là, c'est le plafond qui perce. Donc tout ce qu'il y a au-dessus du toit, le toit est à refaire parce qu'il pleut régulièrement dedans. S'il y a entre les couches, il y a de l'amiante, le ruissellement de l'eau, il y a des choses qui doivent couler. Et ça doit s'éparpiller. Ah oui, il pleut à l'intérieur. Oui. Enfin, voici le fameux tuyau qui posait problème lors de la visite de l'inspectrice. Il fallait faire que ça coule pas, voilà. Ah, ça a été réparé. C'est une marmite. On peut voir là où ça a été réparé, de la manière dont on a recollé les choses. Enfin, ça n'a pas l'air. Je suis pas expert, mais ça n'a pas l'air hermétique. Du bricolage en somme, mais où est le problème ? L'ULB ne sait rien faire tant que la communauté française ne lui donne pas les moyens de faire les choses. Donc il y a des fonds propres, mais comme partout, ils ne sont pas inépuisables. Donc oui, le problème de l'argent en est un, et c'est des travaux qui demandent énormément de sécurité, énormément d'intervention et qui coûtent très cher. De l'argent, la Flandre va en mettre un paquet dans les prochaines années pour se débarrasser justement de ce lourd héritage du passé. Le gouvernement vient de lancer un grand plan amiante pour éliminer d'ici 2040 près de 3 700 000 tonnes de matériaux contenant de l'amiante, et il y aura des priorités. Jan Verheyen est le porte-parole de l'OVAM, l'Institut flamand de gestion de l'environnement. Gaan we daar prioriteit geven aan publieke gebouwen, aan scholen, aan sportfaciliteiten en ook aan de land- en tuinbouwsector. Qui va payer? Een groot deel zal ook door de publieke sector, door de private sector gedragen worden. Dat moeten de volgende onderzoeken, de volgende jaren allemaal verder duidelijk maken. Maar één ding is zeker, niets doen en wachten tot 2070 zal uiteindelijk nog veel meer kosten. Zo is uit een kostenbatenanalyse gebleken. Nous terminons notre enquête par une visite à Don Bosco, à Woluwe-Saint-Pierre. L'école a pris le contre-pied, même si c'est avec une bonne quinzaine d'années de retard sur la loi, en réalisant un inventaire amiante. L'école a tout de suite effectué les travaux urgents qui étaient recommandés. Stéphane Allard, directeur adjoint de l'Institut Don Bosco. Personne ne vient contrôler. On a fait immédiatement ce qui était considéré comme urgent, et puis on a fait une planification du reste. Avant 2010, puisque c'est en 2010 qu'il a été fait ? C'est en 2010 qu'il a été fait. Avant 2010, il n'y avait pas eu d'inventaire ? Il n'y avait pas eu à ma connaissance d'inventaire, non. Mais n'importe quel professeur qui poserait une question par rapport à un endroit où il y aurait un doute, le document se trouve sur une étagère dans le bureau du chef des travaux. Et si un parent d'élève qui vient inscrire son enfant demande à le regarder, bien sûr. Bien sûr, pas de problème. C'est la première chose à faire, c'est de dire aux gens, mais voilà, soyez rassurés. Si les gens se posent des questions, la pire des choses à faire, c'est justement de refuser de répondre. Malgré de nombreuses questions tout au long de cette enquête, nous n'avons eu que trop peu de réponses. Le silence, c'est là que le bas blesse. L'amiante n'est peut-être pas, comme on peut le croire, un problème du passé. Et dans les écoles, il s'agit aussi de l'avenir de nos enfants.